летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Гришине пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Гришине пошли домой. Сука! Привет! Guten Tag, et bienvenue dans l'enfer du Franc de l'Est. L'enfer, oui. Car c'est bien le mot qui correspond le mieux pour définir le bazar qui se déroule ici. Vous avez dû être commotionné par le souffle d'une grenade en arrivant, parce que vous me semblez un peu perdu. Je vais vous rappeler ce qu'on fait là, à Stalingrad. Le 23 août 1939, un peintre autrichien recalé aux Beaux-Arts de Vienne et un révolutionnaire collectiviste de Géorgie signent un pacte de non-agression entre leurs nations respectives, à savoir le Troisième Reich allemand et l'Union soviétique, commandée par le gouvernement central de Moscou. Le pacte signé laisse les mains libres à l'Allemagne pour envahir successivement les pays de l'ouest de l'Europe. Après une implacable campagne éclair lancée le 1er septembre 1939, l'ouest de la Pologne est envahi, suivi l'année suivante par celle des Pays-Bas, de la Belgique et enfin de la France qui passe sous occupation allemande. Sonne scheint, Regen rinnt, ganz egal, wir beide sind so froh, wenn wir uns wiedersehen, aux Champs-Élysées. Cependant, le 21 juillet 1940, moins d'un an après la signature du pacte, Hitler, très confiant, demande à ses généraux de préparer un plan d'invasion de l'Union soviétique. Occurrant par là le plus grand retournement de veste à l'issue désastreuse de l'histoire. Au summum de sa puissance, Hitler démarre exactement un an après la signature de l'armistice entre la France et le Troisième Reich, le 22 juin 1941, une campagne de très grande envergure, l'opération Barbarossa, et lance la Wehrmacht à l'assaut de l'URSS. Les débuts de l'opération sont honnêtement un grand succès pour la Wehrmacht. Elle dispose en effet d'une supériorité initiale grâce à une excellente préparation. Elle est mieux armée, mieux organisée, bien mieux commandée, et dispose, du moins jusqu'à la grande bataille de Kursk de juillet 1943, d'une incontestable supériorité tactique, et bénéficie de l'effet de surprise. L'opération Barbarossa est la plus grande invasion de l'histoire militaire en termes d'effectifs engagés et de pertes. Près de 4 millions de soldats de l'Axe pénètrent en Union soviétique, et en plus des troupes, l'opération a mobilisé plus de 600 000 véhicules et chars et 600 000 chevaux. Cette invasion marque aussi un tournant dans la guerre, jusqu'alors assez localisée et européenne, mais qui embrasera bientôt le monde entier.
Jusqu'à présent inarrêtables, les armées allemandes sont pourtant stoppées net aux portes de Moscou et contraintes de reculer, maintenant tout de même une ligne de front à environ 100 km de la capitale russe. Plus au nord, Leningrad est encerclée et subit un siège qui durera de septembre 1941 jusqu'en janvier 1944. Conscient que les objectifs principaux de Barbarossa ne sont pas tous atteints et que l'opération est en partie un échec, le Führer assigne donc à ses armées un nouvel objectif, avec l'opération Fallblau en automne 1941. L'opération Fallblau était une offensive dans la continuité de l'opération Barbarossa. Le front étant maintenant étalé sur une bien trop grande distance, il devenait compliqué pour les Allemands d'effectuer de grandes percées sur toute la longueur du front, ce qui les contraignait à tenir leur position et lancer une seule grande offensive concentrée en un seul secteur. Oui, mais lequel? Au nord, Leningrad, bien que sous le siège, résiste toujours, tant bien que mal. Alors au centre, Moscou est trop bien défendu, et les meilleures divisions soviétiques sont concentrées dans le secteur de la capitale. Et bien que sa prise soit tentante, la ville ne représente plus pour Hitler qu'un objectif symbolique. Reste donc le front sud. Délaissant les cibles symboliques, Hitler sait que la guerre risque de durer et entend désormais mener une guerre plus économique. L'objectif de l'opération Fallblau est donc la conquête du Caucase et de ses réserves de pétrole afin de ravitailler ses armées, et par la suite s'emparer des champs pétrolifères d'Irak. L'assaut au sud se justifie également par des enjeux stratégiques, le terrain y étant notamment bien plus favorable au déplacement des troupes blindées et motorisées dans la steppe du Kouban. Et de plus, la capture des ressources pétrolières du Caucase est vitale pour l'effort de guerre. Et enfin, la capture de Stalingrad, qui est une ville industrielle importante, mettrait au profit des Allemands une grande infrastructure et leur donnerait le contrôle de la Volga, qui est une voie de ravitaillement importante. Fer de lance à la tête de quelques 88 000 hommes du groupe armé sud, la 6e armée du général Paulus se lance dans la bataille. Fin septembre 1942, la rive ouest de la Volga et le centre-ville sont sous contrôle allemand. Il apparaît dès lors que Stalingrad n'est plus un objectif militaire vital aux yeux du haut commandement. Mais la propagande en ayant fait un tel symbole de victoire poussera Hitler à commettre l'erreur de vouloir s'en emparer coûte que coûte. En novembre 1942, les troupes allemandes sont finalement enlisées dans la ville. Stalingrad deviendra le tombeau d'innombrables soldats, tant de l'Axe que des soviétiques. Le temps de survie moyen d'un fantassin y étant d'environ une journée. Les Russes sont désormais à bout de force, mais misent désormais sur une nouvelle stratégie pour galvaniser le courage et la résilience de leurs troupes. Ils créent des héros de guerre. C'est dans ce contexte que prend place l'histoire racontée dans le film Stalingrad, sorti en 2001, du réalisateur français Jean-Jacques Hano, et qui met en scène le tireur d'élite russe Vassili Zaïtsev, joué par le beau gosse Jude Law, et opposé dans un duel à mort avec notre méchant de l'histoire, le Major Koenig, interprété par le charismatique Ed Harris. Quand j'ai vendu mon premier immeuble, la banque m'a envoyé 5 prostituées, un demi-kilo de cocaïne, et elle nous a tous expédiés à Paris en jet privé. Oui, ça c'est ce que j'appelle un cadeau. Revenez me dire que c'est réglé. Revenez me dire que c'est réglé. Qui est dans le film un jeune conscrit de l'Oural envoyé à la mort comme tant d'autres dans des assauts inefficaces et désespérés à Stalingrad alors sur le point de tomber, et qui, par un coup du sort, finira par croiser le chemin du commissaire politique Danilov, qui sera témoin de l'habileté au tir de Vassili. À partir de là, se mettra en place un énorme jeu de propagande magnifiant la personne de Zaïtsev et mettant en exergue son tableau de chasse de soldats allemands abattus afin d'encourager les troupes russes à se battre. Le film prendra évidemment quelques libertés d'adaptation, notamment sur le fait que, comme le vrai Zaïtsev l'avouait lui-même dans une interview de 1960, il n'avait jamais entendu dire qu'un sniper allemand avait été déployé spécialement pour l'abattre lui personnellement. Il n'en demeure que son tableau de chasse officiel s'élevait à 225 officiers abattus. Ah, et en vrai, c'était un lieutenant issu de la marine russe, et pas un petit troufion de l'infanterie. Mais ça, c'était sans doute une volonté du réalisateur afin de montrer une lutte des classes à l'écran entre l'aristocrate de Bavière et le petit paysan russe. Le film s'ouvre sur l'arrivée en train de Vassili sur le champ de bataille. La ville, visible au loin, au-delà de la Volga, n'est déjà plus qu'une vaste ruine, voire même un cimetière, où très vite on se rend compte de la très nette supériorité militaire allemande, de l'aviation, des chars, de l'artillerie. Côté russe, on n'est pas riche, mais on a des idées. Et venez les mecs, on se met à plein et on court tous ensemble vers eux. Ils auront jamais assez de balles pour tous nous avoir. Au calme! Bon d'accord, c'était pas très brillant côté russe à ce moment-là. Staline avait interdit de céder du terrain et laissé le commandement à des généraux dont les corps d'armée étaient sous-équipés et appliquaient les mêmes techniques que les Chinois. Submerger l'ennemi par des vagues de chair à canon à leurs yeux sans valeur, afin d'épuiser leur stock de munitions, avant d'envoyer des troupes mieux aguerries et plus équipées. Et ceux qui reculaient étaient alors considérés comme des traîtres et exécutés par leurs propres officiers sur le champ. Après la bataille, ou plutôt devrait-on dire le massacre,
le commissaire politique Danilov, qui passait par là, sera forcé de se dissimuler parmi les cadavres pour échapper à la patrouille, et fera la connaissance de Vassili, unique survivant de la vague d'assaut. Pour tenter d'éliminer un groupe d'officiers allemands, Danilov s'emparera d'un fusil, mais peu confiant, donnera l'arme à Vassili qui éliminera le groupe, en tirant lors de chaque explosion d'artillerie pour masquer le bruit de son tir. Bon, je sais ce qu'on dit à propos des Allemands et de l'hygiène, mais bon, prendre sa douche dehors, dans le froid, en plein milieu des ruines, c'est peut-être un petit peu exagéré, non? Enfin bon, Vassili fait un carton. De là débute une histoire d'amitié entre les deux hommes, Danilov usant de son poste pour transférer Vassili chez les tireurs d'élite et utiliser ses performances et son image à des fins de propagande. Faisant par là de Vassili une pauvre victime du stakhanovisme dans sa variante militaire du terme, remplaçant la productivité industrielle par le nombre de cibles abattues. Bien sûr, très vite, la propagande et la célébrité du jeune russe viendront aux oreilles du haut commandement allemand, dont les pertes subies à cause des tireurs d'élite sont de plus en plus grandes. Pour les Allemands, la question du moral des troupes reste aussi importante que pour les Russes. Et éliminer ce jeune héros iconique, outre le fait de préserver la vie des soldats présents sur le front, serait éminemment bon pour la propagande nazie et dévastateur pour le moral russe. Pour les Allemands, il est donc vital de réagir rapidement en déployant sur place leurs propres champions pour contrecarrer les Russes à leur propre jeu. De son côté, Vassili fait la connaissance de l'un de ses plus grands admirateurs, un jeune garçon du nom de Sacha. Fasciné par son héros, Sacha l'amènera chez lui, où sa mère l'accueillera, lui, et un peu plus tard son ami Danilov. Occupés à répondre aux courriers de ses nombreux admirateurs, les deux hommes feront la rencontre de la belle Tania, que la mère de Sacha considère comme sa fille. Une jeune femme instruite, qui comprend l'allemand et l'a même enseigné à Sacha, et qui, immédiatement, mettra l'officier et le tireur dans une rivalité masculine qui leur jouera des tours plus tard. Au même moment, un train arrive de nuit à la gare sur le territoire contrôlé par les Allemands. Au milieu du fret et des arbres, les blessés du front, amoncelés dans un wagon médical, observent avec une curiosité teintée de stupéfaction le méchant de l'histoire faire son entrée en scène. On se rend tout de suite compte que l'officier s'y trouvant n'est pas n'importe qui. Pour lui, on affrète spécialement un wagon dont le luxe rivalise avec l'Orient Express. Boisé, bien éclairé et seau de champagne à disposition. Je dis que c'est un champagne qui a des couilles. Je disais donc que notre méchant d'histoire n'est pas n'importe qui. Et on s'en rend tout de suite compte, de par l'aura de charisme qu'il dégage. Tout d'abord, il fume des cigarettes de luxe avec des filtres dorés. On voit le prestige du mec sur Call of Duty. Sans déconner, c'est classe ou pas? Une petite inspection de ses médailles nous informe également de sa longue et prestigieuse carrière militaire. Notons par exemple la barrette de la Ehrenkreuz des Weltkriegs, la croix du mérite des combattants de la Première Guerre mondiale, indiquant que le major est déjà un vétéran endurci par une horrible guerre. Je pense que c'est un type qui a des couilles. Ainsi que le ruban de la croix de fer de seconde classe et la croix de fer de première classe de 1914, indiquant que le major est un soldat au fait d'armes héroïque pour mériter de telles récompenses. Un fait dont on ne peut plus douter en voyant accrocher à sa poitrine la médaille des blessés de guerre et accrocher autour de son cou la croix de chevalier de la croix de fer avec sa distinction à feuille de chêne, qui était en effet l'une des plus hautes médailles militaires et un véritable prestige et un honneur pour son porteur. Donc en effet, encore une fois, notre méchant de l'histoire n'est pas Joe le rigolo. Joe le rigolo? Au quartier général de la 6e armée, on nous présente enfin le charismatique officier. Le major Koenig est annoncé au général Paulus, qui dirige le front de Stalingrad. Ce dernier est surpris et impressionné d'avoir affaire à Koenig. J'avoue que je m'attendais à ce qu'on m'envoie quelqu'un d'autre. Sûrement pas un officier aussi prestigieux que vous. Une remarque du général à l'attention du major va ici soulever notre intérêt, car elle provoque chez Koenig un regard assez pensif et amer. J'imagine que vous devez avoir vos raisons pour choisir de venir dans cet enfer. Mais nous y reviendrons plus tard. L'attitude solennelle, le major écoute en silence les explications du général, nous présentant déjà un soldat discipliné et nous indiquant qu'il ne parle pas pour ne rien dire. À ce moment, Paulus semble un instant douter de l'intérêt de capturer cette ville qui n'est désormais plus qu'une ruine. Il ne comprend pas l'intérêt personnel d'Hitler de s'acharner, avant de se ressaisir.
Le général finira par clamer que l'Allemagne a toujours connu la victoire sous le Führer, ce à quoi le major, dont on ignore totalement l'opinion politique et l'adhérence au régime nazi, se contentera d'acquiescer en souriant poliment, nous laissant interpréter qu'il n'est qu'un soldat qui suit les ordres. Et le général finira par demander au major comment il compte trouver sa cible, Vassili Zaïtsev, dans une ville aussi grande. Concluant l'échange, le major prononcera enfin ses premiers mots. Je ferai en sorte que ce soit lui qui me trouve. Ah, vous voyez, lui, quand il fait des sorties dramatiques, ça marche, hein. Le lendemain, Vassili est réveillé dans la cave de la mère de Sacha par ses équipiers. On lui annonce qu'un tireur d'élite allemand fait des ravages dans le secteur d'un grand magasin du centre-ville. Et oui, à peine arrivé, le major ne perd pas de temps. Il découvre le terrain, teste le dispositif ennemi et se met en jambe tranquillement en s'échauffant sur quelques cibles faciles. Il a déjà descendu 5 officiers et 2 servants de mitrailleuse. Croyant l'avoir repéré à une fenêtre, l'un des équipiers de Vassili lui désignera l'objectif à abattre. Et une détonation plus tard, ils aperçoivent un casque allemand chuter lourdement au sol, signe que le sniper a été abattu. Tel un trophée, l'autre équipière propose à Vassili d'aller chercher la plaque du soldat abattu. Mais pendant que Vassili et sa binôme contournent le grand magasin pour trouver une entrée, le major, pour passer le temps, va s'offrir une nouvelle marque à son tableau de chasse. De leur côté, les 2 snipers russes s'engouffrent silencieusement dans le magasin, se couvrent mutuellement et progressent avec prudence dans les escaliers et les couloirs, sans se douter que dans l'ombre, une menace terrible se prépare furtivement à les attraper. Alors qu'ils arrivent proches de la fenêtre où Vassili pensait avoir abattu le tireur ennemi, les deux sont horrifiés lorsqu'ils se confrontent à la réalité. À la place du sniper allemand, un vulgaire mannequin du magasin, déguisé d'une veste d'uniforme et un fusil à lunettes, attend posé là. L'effroi saisit les 2 Russes. C'est un piège. Alors qu'ils guettent les environs à la recherche de l'ennemi, quelque chose d'inhabituel attire l'attention de Vassili. Laissé à l'abandon par terre, il trouvera un mégot de cigarette à filtre doré, la même marque que fumait le major dans son train. Une cigarette sans doute bien trop luxueuse et rare pour qu'elle ait été fumée par un soldat russe, ou même par un soldat allemand en poste ici et devant se contenter d'un ersatz écœurant. Pourtant ne pas laisser de traces, ça fait partie des fondamentaux du camouflage. Allez, on dégage. Le major est à l'affût, parfaitement dissimulé et avec une vue bien dégagée sur la position des 2 Russes, pour l'instant encore à couvert. Vassili, lui, comprend que le danger n'est pas écarté. Il est encore là. La situation devient encore plus critique, alors que par une fenêtre, ils aperçoivent dans le ciel au loin un escadron de bombardiers allemands Heinkel 111 déversant leurs bombes sur la ville et fonçant droit sur leur position. La camarade de Vassili commencera à paniquer, ne voulant pas finir enterrée vive sous une montagne de gravats. Mais Zaïtsev, pour sa part, sait que le plus grand danger vient du tireur d'élite allemand, encore caché avec eux à l'intérieur. Mais malgré les ordres de Vassili de ne pas bouger, sa camarade craquera et se lèvera, et pendant sa fuite, sera abattu en pleine course d'une balle bien placée du major Koenig. Headshot. Les bombes des bombardiers soulevant ensuite une quantité folle de poussière, Vassili en profitera pour s'enfuir à couvert. Cet épisode, bien que bref, nous aura permis de découvrir les talents exceptionnels de tireur du major, ou plutôt même pourrait-on dire de chasseur, et nous confirme que la réputation qui le précédait auprès du général Paulus n'est pas usurpée. De retour à l'accalmie, on découvre un instant avec plus de détails son équipement de tir. Une énorme lunette Voigtlander Ebra à grossissement x8, montée sur un fusil d'infanterie Mauser 98K. Une lunette d'ailleurs bien plus prévue pour la chasse que pour le combat, les snipers allemands ayant quant à eux bien plus souvent privilégié la lunette militaire ZF-39, à grossissement x4, bien qu'il n'y ait pas eu d'obligation réglementaire quant aux lunettes utilisées par les snipers à ce moment-là. Ce qui peut éventuellement souligner le caractère de chasseur du major et son habileté à tirer de plus loin et plus précisément qu'un sniper ordinaire. Tout en savourant une petite pause clope bien méritée, Koenig épluche les informations collectées sur Vassili et se fait cirer ses pompes. C'est pas une métaphore pour dire qu'il se fait flatter par un subalterne, il se fait vraiment cirer ses bottes. Voulant comprendre un article écrit en alphabet cyrillique, le major tendra son journal à la personne maniant la brosse à chaussures, nous révélant le jeune Sacha, l'admirateur de Vassili, qui, comme je le disais plus tôt, a appris l'allemand grâce à son amie Tania. Un Moisenhagen calibre 7,62 équipé d'une lunette d'un grossissement de 3,5. Je l'ai vu de près ce fusil. Ah bon? Le major, vous vous en doutez, sera immédiatement intéressé par cette dernière révélation. Évidemment, connaître quelqu'un qui côtoie de près sa proie pour lui obtenir des informations est un atout crucial pour lui. Et Sacha, avec un grand sourire, lui avouera bien connaître Vassili. Je le connais bien, Vassili Zaïtsev. À bord d'une vedette pour rejoindre l'autre côté de la Volga,
le jeune sniper russe a un rendez-vous avec l'état-major soviétique. Dans un autre coin du navire, un vieux vétéran, qui nous sera bientôt présenté, l'observe attentivement. Mauvais œil nous regarde. Vassili examine ce qu'il reste de la cigarette dorée et provoque ce qui semble être un sentiment d'inquiétude ou d'appréhension chez le vieux soldat. Sans doute sait-il déjà à qui le mégot appartient. Au débarcadère, Vassili est accueilli par son ami Danilov, à qui il annonce la perte de ses 2 équipiers et qu'il se sent fautif de leur mort. Se sentant complètement largué, il avouera à Danilov ne pas se sentir à la hauteur, et que l'instinct et la technique de l'Allemand lui sont largement supérieurs. Il avait toujours une longueur d'avance sur moi. C'est parce que il sait tout sur toi, absolument tout. Il s'appelle Koenig. Major Koenig. Bond. James Bond. Ils l'ont envoyé ici pour te trouver. L'identité de notre méchant de l'histoire est enfin dévoilée au héros, à qui on révèle qu'il a été envoyé spécialement pour l'abattre. Et le vétéran croisé à bord du navire se présente enfin, offrant à Vassili quelques informations sur son adversaire. Il est major dans la Wehrmacht. C'est directeur de l'école de tir de Zossen. Kulikov, il a été son élève à Zossen avant la guerre. Il connaît tous ses trucs. Désormais, il te lâchera plus d'une semaine. Confirmant notre intuition que le vétéran savait quelque chose, le dénommé Kulikov est chargé par Danilov de suivre et protéger Vassili, ayant pour avantage de connaître les techniques de chasse de Koenig. S'amorce alors entre le jeune russe et le major allemand un duel. Entre 2 hommes d'abord, mais aux enjeux de propagande cruciaux. Alors que Danilov annonce ce combat comme un symbole de la lutte des classes, une fois présenté à l'état-major, le duel prend une envergure médiatique sans pareille. Regarde-le avec fierté. Parce que lui te regarde. Toute l'Union soviétique te regarde. Oh, la pression! Une nouvelle équipe est donc montée, avec Vassili, Kulikov et un dénommé Volodia. Renvoyés dans la ville, leur plan est simple et calqué sur celui du major. Abattre suffisamment de cibles pour attirer ce dernier à l'endroit qu'ils auront choisi pour lui tendre un piège. La zone choisie sera un district résidentiel de la cité ouvrière, composé de bâtiments déjà pilonnés par l'artillerie et dont des pans de murs entiers se sont déjà écroulés, forçant les 3 Russes à passer d'un bâtiment à l'autre en sautant par les ouvertures. Vassili ouvre le bal en coupant net un câble de transmission pour la communication radio, qui forcera les Allemands à envoyer des hommes pour venir le réparer. Pendant que Volodia se sépare du groupe pour aller chercher du ravitaillement, l'un après l'autre, Vassili et Kulikov abattront les téléphonistes envoyés tendre de nouvelles lignes de câbles. De son côté, installé dans un poste de commandement, le major sera informé de l'activité des snipers ennemis et que par ailleurs, un prisonnier a été capturé qui pourrait l'intéresser. Si pour l'instant nous ne pouvions considérer Koenig que comme un soldat qui fait son travail de soldat, la rencontre entre le major et le dit prisonnier va enfin nous laisser entrevoir pourquoi il est bel et bien le méchant de l'histoire, plus qu'un simple adversaire du héros. Sur place, le major fera face au prisonnier, Volodia, capturé par les fantassins allemands dans un bâtiment. Koenig lui demandera la position de Vassili, mais le russe lui avouera être incapable de lui révéler, étant donné que le binôme change de place à chaque tir. C'est ainsi que devant l'incapacité de Volodia à lui indiquer précisément l'emplacement de Vassili que le major se livrera à sa première infamie afin de débusquer lui-même la position de sa cible. À quel étage? J'en sais rien du tout, je vous dis. On va bien. Déshabillez-le et mettez-lui un de nos uniformes. Le major retournera la tactique des Russes contre eux, en forçant Volodia, grimé avec un uniforme de la Wehrmacht, à avancer sur le champ de bataille en se faisant passer pour un téléphoniste allemand. Outre une certaine malice, il s'agit ici d'un crime de guerre, à savoir celui d'envoyer à une mort certaine par tir fratricide un prisonnier de guerre qui devrait normalement être envoyé en camp de prisonniers, ce qui revient quasiment à l'exécuter froidement soi-même. Le fait de le priver de son uniforme réglementaire russe est également une violation de la Convention de Genève et de son statut de prisonnier de guerre. Bon, remarque, les soviétiques ont aussi utilisé les prisonniers de guerre allemands pour déminer les champs de mines en leur faisant marcher dessus. La ruse du major ne fonctionne que trop bien. Alors qu'il observe attentivement d'où pourra provenir le tir, Volodia s'avance au milieu des décombres, déjà repérés par les Russes. Ça, faut reconnaître que quand ils ont quelque chose dans la tête, ils l'ont pas au cul. Le prisonnier espère peut-être être reconnu au travers de la lunette du fusil par l'un de ses 2 camarades. Mais rien n'y fait. Kulikov a son fusil en joue, et sans se rendre compte de la supercherie, abat indifféremment Volodia, révélant par la même occasion sa position au sniper allemand. Les 2 Russes sont toujours incertains sur la présence ou non du major, mais tentent tout de même une tactique pour provoquer l'Allemand, au cas où. Ils sont toujours bredouilles, ou plutôt broucouilles comme on dit dans le bouchonnois. L'ancien élève du major utilisera alors une technique probablement enseignée par ce dernier qu'il aura apprise à l'école de tir de Zossen. Ville proche de Berlin qui, même si un quartier général de l'armée allemande était implanté dans ses environs, n'a jamais abrité une telle école. C'est là que
notre célèbre berger de l'Oural, que le Major Koenig prend pour un crétin, se lève pour s'assurer qu'il a atteint sa cible. Major Koenig le voit. Vise son casque, tire, révèle sa position et se fait descendre à son tour. Tactique qui finalement ne provoquera que l'amusement du Major. Vous osez utiliser mes propres sorts contre moi, Prater. Et évidemment, puisqu'il s'agit d'une de ces techniques, le Major ne mordra pas à l'hameçon. Plus rusé que Kulikov, Koenig finira par déduire le prochain point de passage de Vassili et se tient prêt à le cueillir. T'as pas trouvé ça bizarre, toi? Le dernier, là. Ils l'ont envoyé se faire descendre comme les autres. Kulikov prendra sur lui, estimant s'être trompé d'appât, puisque abattre quelques simples téléphonistes ne devait pas être suffisant pour attirer l'attention du Major. Ils dérangeront jamais un Major pour 2 ou 3 trous de merde. Pendant que le sniper allemand patiente, l'ouverture du mur bien centrée dans le réticule de ses lunettes, les Russes débattent un instant pour savoir qui va passer en premier. Et c'est Kulikov qui reçoit cet honneur, ignorant quel danger l'attend. C'est mon tour de passer le premier, et ton tour de te faire trouver le bénard. Monster kill. Fauché en plein vol, Kulikov s'écrasera quelques étages en bas, pendant que Vassili, conscient qu'il vient juste de frôler la mort, se retrouvera en état de choc. Pour le Major, quant à lui, il sait qu'il a épuisé sa seule chance d'abattre Zaitsev pour aujourd'hui, car après un tel traumatisme, ce dernier sera devenu bien trop prudent pour se remettre à découvert une nouvelle fois. De retour dans son camp, Vassili, complètement démoralisé, confessera à Danilov qu'il est incapable de vaincre un tel adversaire, bien trop fort pour lui. Mais Danilov lui annonce alors qu'il a placé un espion auprès du Major, quelqu'un en qui le Major a confiance, et qui fournira des informations aux Russes tout en distillant de faux renseignements à Koenig. Pendant ce temps-là, chez les Allemands, comme on s'en doutait lors de la première interaction entre le garçon et l'Allemand, Sacha est évidemment la taupe au service de Danilov, chargé d'induire en erreur le Major au profit de Vassili. Et Sacha, effectuant sa tâche avec brio, dévoilera un faux itinéraire de passage de Vassili dans une usine de tracteurs abandonnée, pour que le Major l'y attende en embuscade, où il sera finalement lui-même piégé. Au petit matin, Vassili et un nouveau coéquipier quittent leur baraquement pour rejoindre l'usine où ils piégeront le Major, qui lui est déjà sur place. Préparant le terrain, il se placera à l'endroit le plus indiqué dans l'usine pour faire feu sur le découvert indiqué par Sacha. Bien en place, il attend de pouvoir remplir sa mission. Pour Vassili, les choses semblent plus simples. Je sais exactement où il m'attend. On va le prendre, à revers. Le jeune héros russe s'engouffre avec son équipier dans de gros tuyaux, pendant qu'à l'extérieur, des combats d'infanterie et de chars font rage dans les rues. Mais les deux soviétiques manquent cruellement de discrétion, et Koenig se rend très vite compte que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il se fait contourner. En suivant le cheminement des tuyaux, il se placera à couvert dans un haut fourneau et attendra de prendre par surprise les Russes qui se glissent encore dans les conduits sans se douter qu'ils sont déjà repérés. Faut suivre le conduit. Encore une fois, Vassili ne devra sa survie qu'au fait d'avoir été le deuxième à se mettre à découvert. Décidant de se séparer pour déborder le Major, son équipier aura le malheur de se relever le premier du conduit et sera blessé d'un tir en pleine poitrine. La situation devient très critique pour Vassili qui se retrouve bloqué derrière un obstacle et désarmé. Son camarade, en mauvaise posture, ne pouvant rien pour l'aider. Pour Zaitsev, il est évidemment vital de récupérer rapidement son fusil, qui est à moins de 2 mètres de lui mais en plein découvert et exposé au tir de Koenig. Définitivement piégé, Vassili tentera le tout pour récupérer son fusil. Ouf, c'était moins une. Mais cette fois-ci, c'est au tour du Major de démontrer son habileté au tir et de couper un fil encore plus fin. Satisfait, le Major sait que le temps joue en sa faveur et qu'il n'a qu'à patienter pour qu'une occasion se présente d'abattre Vassili qui est piégé. Dehors, les bombardements font s'écrouler des morceaux de verre au sol, laissant Koenig apercevoir le visage de sa proie. De retour à sa base pour chercher de l'aide, l'équipier de Vassili sera intercepté par Tania, entre-temps transféré dans la compagnie de Vassili, et ceci contre l'avis de Danilov qui jusqu'à présent faisait tout pour l'accaparer auprès de lui au quartier général. Eh oui, c'est l'amour. Mais déjà en affection pour le tireur d'élite, elle s'enquièrera de savoir où il se trouve auprès du blessé afin d'aller le rejoindre à l'usine de tracteurs et le sauver. N'écoutant que son courage, elle se faufilera dans les canalisations et retrouvera enfin le héros russe.
pense que t'es une fille qui a des couilles. Le major, toujours en place, se tiendra prêt à abattre cette nouvelle arrivée, observant Vassili communiquer grâce au reflet des morceaux de verre, mais ne comprenant pas exactement ce qui se trame devant lui. Koenig doit à présent faire face à un événement incongru, mais il n'est pas dupe, car en faisant aller de gauche à droite la lunette et le canon de son Mauser, sans pouvoir voir ni entendre quoi que ce soit, il sait que quelque chose se prépare. Grâce au reflet dans les morceaux de vitre au sol, Vassili a une vue imprenable sur la position du major et l'indique sans problème à Tania, à couvert, qui se prépare à exécuter le plan de Zaïtsev. Et tout d'un coup, le plan d'urgence de Vassili se met en place. Tania utilise un morceau de verre pour faire refléter un rayon de soleil et aveugler le major. C'est le moment ou jamais. Vassili saute sur son fusil et tire à travers l'étroite fenêtre du fourneau, touchant le major à la main avant de s'enfuir avec Tania sans demander son reste. Chou blanc donc. Au Wiedersehen. Sacha, quant à lui, ne s'attendait probablement pas à revoir revenir le major vivant, mais en le voyant rentrer avec une blessure à la main, il ne pourra contenir un léger sourire satisfait. Il était là où tu m'avais dit. Enfin, presque. Se sentant d'humeur communicative, Koenig entamera la discussion avec le garçon, sans doute autant pour évacuer la pression de la journée et le choc d'avoir manqué de se faire abattre, que par curiosité envers celui qu'il doit éliminer. Les questions se succèdent, sur les origines de Vassili, sur sa famille. Des questions au final sans gravité, qui nous laissent à penser que Koenig éprouve une forme de respect pour son homologue russe. Mais c'est quand le major demande si une fille l'attend dans son village natal, que Sacha, oubliant sans doute à qui il parle, laisse libre cours à son admiration pour Vassili. Pas dans son village, ici? Et elle l'aime. Oui, parce qu'il est beau, parce qu'il est courageux. Et elle, c'est une très belle fille. Je la connais bien, elle est de mon quartier. Elle a étudié à l'université. Ils sont beaux ensemble. Plus tard, ils se marieront tous les deux. En l'écoutant parler, le major semble se rendre compte que quelque chose cloche. Peut-être devine-t-il déjà la véritable allégeance de Sacha, qui quant à lui perd immédiatement son sourire en se rendant compte de qui est en face de lui et de la raison qui l'amène, abattre son idole. Pour conclure la conversation et arborant toujours une certaine attitude paternelle et amicale, le major décidera de tester Sacha avec une question plutôt légitime. Et toi, Sacha? Pourquoi tu aides les Allemands? Parce qu'ils vont gagner la guerre. Parce que c'est eux les plus forts. Et parce que tu adores le chocolat. Vassili, de son côté, profite d'une courte trêve dans son repère pour philosopher. Anne vit plus longtemps parce qu'il est plus utile que le loup. Des florets de la gourgandine. Et faire quelques mises au point. En effet, cela fait déjà quelque temps que Vassili vit mal avec l'image idéalisée que la propagande fait de lui. Ce ressenti ne fait qu'agrandir le fossé entre lui et Danilov qui se sert de l'image du héros de tireur d'élite à des fins stratégiques, alors même que la rivalité des deux hommes pour conquérir le cœur de la belle Tania a déjà mis un frein à leur amitié. Lorsque l'officier politique avouera au tireur d'élite que les renseignements sur le major proviennent du jeune Sacha, Sacha a pu faire croire au major qu'il est passé à l'ennemi. T'imagines le risque que ça représente. Et bien que le garçon soit volontaire, mais tout de même utilisé au même titre qu'un soldat pour une mission dangereuse, la tension entre les deux hommes ne fera que croître. Soudain beaucoup plus froid, Danilov semble commencer à envisager l'idée de se débarrasser de Vassili, car il n'hésite plus à le mettre sciemment en danger en lui ordonnant de participer à une grande offensive sur une usine chimique. Le major, déjà informé par Sacha que Vassili attaquera, a déjà choisi sa position de tir pour l'attendre. Le jeune Sacha sait en effet déjà où le major a choisi de s'installer, grâce à de la poussière chimique jaune présente sur ses bottes, présente à un seul endroit de l'usine, indiquant que le major y a déjà fait un repérage. Se faufilant à travers les égouts et guidé par Sacha, Vassili se rendra sur place de nuit avant le début de l'offensive russe et se placera face au poste de tir choisi par le major. Allongé au milieu des cadavres, Vassili se camoufle et repère immédiatement le tas de soufre indiqué par Sacha, où le major est censé passer pour prendre sa position. Se préparant lui aussi à la bataille imminente, Koenig retire sa croix de chevalier pour la remplacer par une mystérieuse croix du mérite militaire, dont on apprendra l'importance un peu plus tard. Lorsque le petit matin se lève, la nuit dans le froid a déjà été rude pour Vassili, qui tombe de fatigue. Le tas de soufre dans sa lunette, il somnole en attendant que sa cible passe. Alors que le major Koenig se ferait un chemin au milieu de ses camarades de l'infanterie qui se préparent pour l'assaut, sans se douter un seul instant qu'on l'attend, le destin le fera passer pile au moment où Vassili fermera un court instant ses yeux, ignorant la chance qu'il vient d'avoir. Lorsque le russe se ressaisit, une seconde après, c'est déjà trop tard. Le major est déjà en place. La chatte qu'il a, la chatte! Bien installé, ce dernier observe aux jumelles, devant lui, et la bataille commence. Sortis de leur retranchement, les Russes lancent une offensive en masse contre la position allemande.
Un assaut comme tant d'autres qui ont lieu tous les jours dans la ville, à l'air libre autant que dans les bâtiments et les souterrains, où les combats sont si intenses que par exemple une gare a changé 14 fois de camp en 6 heures, et sont menés avec brutalité et déshumanisation, parfois au corps à corps et même parfois au lance-flammes. Tu sais à quoi ressemble le son de Flammenwerfer 35, Klaus? Il rugit comme un dragon, un démon ardent purgeant tout sur son passage. Maintiens la gâchette enfoncée et le feu noie tout le reste. Concentre-toi sur le bruit. Selon whoosh, whoosh. Et tu pourras presque te convaincre que tu n'entends pas les cris. Le temps que le réservoir soit vide, tout est fini. Même les hommes sont silencieux. Il ne reste que le crépitement des braises brûlantes. Tu vois, Klaus, ce n'est pas le bruit qui me maintient éveillé la nuit. C'est le silence. Et sinon, tu veux un café? La bataille est un véritable carnage, mais se termine bien vite au succès des Allemands. Les corps russes entassés devant l'usine chimique sont désormais la proie des pilleurs. Le major, toujours à son poste, guette les environs aux jumelles et quelque chose finit par attirer son attention. Le reflet lumineux du soleil sur la lunette d'un fusil. Oh courbe! Rapidement, Koenig s'empare de son Mauser et aligne son optique sur la source lumineuse. Cette fois-ci, il a gagné. Ou pas. Alors que son doigt se serre sur la détente, un pilleur s'interpose entre lui et Vassili, décidé à rafler tout ce que le Russe, profondément endormi, possède sur lui, retournant toute la scène au passage et dissimulant Vassili à la vue du major. Caramba, encore raté! Bon, vous allez me dire qu'il aurait juste pu quitter son poste, se rendre à la position où il a localisé le reflet et abattre Vassili à bout portant. Oui. Oui. Oui, mais ça aurait manqué de classe. Et se rendre en plein découvert pour abattre une cible de près n'est pas la façon de faire d'un tireur d'élite de son rang. Le pilleur sera arrêté par ses camarades, le pillage des corps étant également formellement interdit par les conventions de la guerre. Mais pour le major, c'est déjà trop tard. Le remue-ménage causé lui a fait manquer sa cible. Au QG de la 6e armée, pourtant, les choses semblent être réglées pour de bon. Il est mort. On a retrouvé ceci sur son cadavre. Mais Koenig n'en est absolument pas convaincu. Il tente bien d'émettre ses doutes, mais est très vite interrompu par le général. Je ne suis pas convaincu. Il y a un avion pour Berlin qui part demain soir, vous le prendrez. Pour le major, on se doute que la situation doit avoir un goût particulièrement amer à ce moment-là. Lui qui est un soldat aux nombreuses médailles récompensant sa bravoure et son sens du devoir, avoir à quitter le champ de bataille sans avoir réellement rempli sa mission doit être frustrant, inadmissible même. Et Paulus va plus loin. Jusque-là, je vous prie de me remettre votre plaque d'identité. Imaginez le parti que la propagande russe pourrait tirer de votre bord. Si vous tombez, vous tomberez en anonyme. Koenig, en soldat discipliné et obéissant, s'exécute malgré tout, en remettant au général Paulus sa plaque d'identité militaire, ainsi qu'autre chose. Veuillez aussi, s'il vous plaît, prendre cette croix du mérite. Elle a été attribuée à titre posthume à un lieutenant du 116e d'infanterie qui est tombé au champ d'honneur ici, dès le début de la bataille. C'était mon fils. On comprend désormais à quoi pouvait faire référence, sans le savoir, le général Paulus lors de leur première entrevue, en parlant des raisons qui pouvaient pousser Koenig à se rendre lui-même dans cette ville-cimetière qu'est Stalingrad, venger son fils. Bien que cela ne soit pas clairement expliqué, il est probable que la cause du décès du fils de Koenig, un jeune lieutenant, soit attribuée au tir mortel d'un sniper russe, dont les officiers ennemis étaient des cibles de choix privilégiées, comme l'aura rappelé justement le général Paulus lors de sa première entrevue avec le major. On peut donc en déduire qu'une des motivations de Koenig à poursuivre sans relâche Vassili, outre l'ordre officiel, soit également une quête de vengeance. Bien sûr, ce n'est évidemment pas Zaitsev qui a abattu en personne le fils de Koenig, mais puisque Vassili possède un si grand tableau de chasse et représente un tel symbole personnifié des tireurs d'élite soviétiques, on peut librement penser que le major l'en tient pour symboliquement responsable au nom de tous les autres Russes. Pour le commandement soviétique, l'annonce de la perte de Vassili est dramatique pour le moral des troupes. Khrouchtchev accuse Danilov de lui avoir donné bien trop d'importance dans la propagande militaire. Et du côté de ses camarades, les tireurs d'élite sont en deuil dans leur souterrain, les Allemands y allant à fond pour répandre la nouvelle. Vassili Zaitsev ne reverra jamais les siens. Rends-toi, c'est ton seul espoir. Sacha, quant à lui, est dévasté par la nouvelle. Le jeune garçon a perdu son héros. Mais contre toute attente, c'est de la part de l'ennemi qu'il trouvera le plus de soutien. Démontrant sans doute par là que le major Koenig n'est pas un nazi convaincu et un adepte de la propagande d'État, car il traite de manière plutôt humaine et paternaliste le jeune russe, alors que Goebbels poussait les troupes allemandes à les considérer comme des animaux inférieurs. Toujours très paternaliste à l'égard de Sacha, et puisqu'on sait maintenant que le major est lui-même un père qui connaît la douleur provoquée par la perte d'un être cher, il comprendra le jeune garçon et tentera de le consoler. C'est de la propagande. Il est pas mort. Et tu sais pourquoi ?
parce que je l'ai pas tué. Pas encore. Malgré tout, même si Koenig se montre très compréhensif et bienveillant à l'égard de Sacha, une certaine méfiance commence à germer dans son esprit, et il compte bien en avoir le cœur net. Je vais te confier un petit secret. Je le dis qu'à toi parce que je sais que je peux te faire confiance. Vous le sentez venir, gros comme une maison, le traquenard. Je crois avoir trouvé la cachette parfaite. À proximité de la sortie de la gare de chemin de fer. Tu verras. Il viendra. Il est toujours venu. Évidemment, Koenig est rusé et loin d'être dupe, puisque Vassili a déjà réussi à désamorcer son piège et à contourner sa position une fois dans l'usine, il se doute déjà que des informations fuitent. Et puisque c'est déjà la deuxième fois qu'il constate des effusions de sentiments de Sacha envers Vassili, il compte bien tester sa loyauté. Je veux aussi que tu me jures que désormais tu resteras chez toi à la maison. Tu le jures? Oui. Bien. Habile. Où t'es-tu passé? Oh, t'es pas au courant? Je suis mort? Enfin de retour des morts, Vassili avouera s'être endormi, et après la bataille s'être caché un moment pour éviter d'être abattu par les Allemands. S'inquiétant de savoir où est Tania, Sacha, dans un coin de la pièce, lui avouera que comme le major lui avait confié être persuadé que Vassili est toujours vivant, il allait se poster dans un château d'eau de la gare pour l'y attendre. Tania, ayant eu vent de cette information, s'est alors précipitée là-bas pour retrouver Vassili avant le major, et Vassili s'y rendra donc à son tour pour la retrouver. Sur place, dans le froid et l'obscurité, Tania est bel et bien à la recherche de son camarade, rapidement repéré par les sens affûtés du major Koenig, qui sait maintenant qu'il a été trahi. Brave petit Sacha. J'en étais sûr. Par chance, Vassili parviendra à retrouver Tania avant que quelqu'un ne soit abattu. Coup de bol! Et célèbre leur retrouvaille sous l'œil dépité de Danilov, qui fera éclater sa jalousie en le dénonçant pour défaitisme auprès du commandement, mettant définitivement un terme à leur amitié. Pour le jeune Sacha, de son côté, les choses ne se présentent pas très bien en revanche. Bonjour Sacha. Oups. Une fois encore, il savait exactement où je serais. C'est étrange, tu trouves pas? La tactique du major était effectivement particulièrement rusée. Puisqu'il pensait déjà que Sacha pouvait l'avoir trahi, il a donc fait d'une pierre deux coups. Premièrement, en retournant le jeu des Russes contre eux, en diffusant une information sur sa position en vue d'attirer Zaïtsev pour l'abattre, et deuxièmement, confirmer la trahison de Sacha par cette même fuite d'informations. Mais puisque la tentative d'éliminer le héros s'est soldée par un échec, il va donc utiliser une nouvelle fois Sacha pour faire sortir Vassili. Jusqu'à maintenant, si l'on accepte l'entorse faite avec le prisonnier de guerre, le major s'est toujours battu à la loyale. Ce sont les Russes qui ont commencé en premier à utiliser un enfant pour le piéger et pour le tuer. Et face à cette trahison avérée et déloyale, le major montrera enfin une facette impitoyable et implacable qui confirme qu'il est bien le méchant de l'histoire. Je peux pas t'en vouloir, Sacha. Ce que t'as fait est très courageux. T'as choisi ton camp, c'est une chose que je respecte. Mais ce camp n'est pas le mien. Bien qu'il respecte son choix, et toujours calme et compréhensif à l'égard de Sacha, il a pourtant dès lors cessé de le considérer comme un enfant, et le traite désormais comme un combattant, quelqu'un qui a œuvré à le faire tuer. Nous sommes soldats tous les deux. Nous sommes ennemis. Alors, je sais que tu comprendras. Et à l'instar du sort qu'il avait réservé plus tôt au soldat Volodia, il va à nouveau se livrer à un horrible crime de guerre, en utilisant son prisonnier pour attirer Vassili dans un piège, faisant cette fois-ci fi du jeune âge du prisonnier, qu'il considère comme un partisan. Tu es bien embêté, mon petit Sacha, que tu sois pas resté chez toi comme tu me l'avais juré. Je t'en veux de m'obliger à faire ce que je vais devoir faire. Tania et Vassili, toujours à proximité de la gare, s'adonnent à quelques instants de détente romantique. Mais le tourment accablera inéluctablement bientôt les deux Russes. Nicolas, que voient vos yeux d'elfe? Folle de rage et décidée à tuer le major, Tania s'emparera de son fusil, mais est retenue de justesse par son amant. Il te tuera! Il te tuera! Je courrai derrière toi, il me tuera aussi! Vassili, plein de rage, jure alors de venger Sacha et fait la promesse de ramener le fusil du major à Tania. Cette dernière rejoint alors Danilov. La ville est sur le point de tomber et elle doit faire évacuer la mère de Sacha. Mais devant son refus de partir sans son fils, Danilov, bienveillant, plutôt que d'avouer la vérité, décidera de lui dire que Sacha a trahi son pays, en passant dans le camp allemand, et ne reviendra pas. Sur le chemin menant à l'embarcadère, sous le feu de l'artillerie allemande, Tania sera touchée par un éclat d'obus, tandis que la mère de Sacha forcera un médecin à s'occuper d'elle. Danilov, la laissant pour morte, ira rejoindre Vassili à la gare. Où est le major? À quelques centimètres de ta tête. Se sentant vaincu et ayant l'impression d'avoir tout perdu, il annoncera à Vassili le décès de Tania et lui fera une autre révélation importante.
Le communisme est un échec! Je me suis totalement trompé, Vassili. On s'est acharné à créer une société nouvelle où personne n'aurait rien à envier aux voisins. Mais il y a toujours quelque chose à envier. Un sourire. Une amitié. Dans notre monde, même s'il était soviétique, il y aura toujours des riches et des pauvres. Riches en talent. Pauvres en talent. Riches en amour. Pauvres en amour. Épuisé et sombrant au désespoir, Danilov rendra un dernier service à son ami. Écoute, je vais t'aider. Faire une dernière chose. Quelque chose d'utile pour une fois. Te montrer où est le Major. À l'autre bout de la gare, caché sous un morceau de tôle, le Major sait qu'il a touché quelqu'un. Mais malgré son optique de tir très précise, impossible d'identifier clairement la cible. Prudent, il patientera. Mais comme il a déjà dévoilé sa position et qu'aucun tir de retour ne lui est déjà parvenu, il se décidera finalement à sortir de sa cachette. Vous vous en doutez, c'était une erreur. Essayant d'atteindre l'endroit où se trouve le corps, il s'avancera à découvert. Puis se stoppe net, surpris. Dans sa vision périphérique, il a détecté quelque chose. Et il sait que c'est trop tard pour reculer. Entre deux wagons, Vassili est là. Son fusil braqué sur le Major. Ce dernier comprend qu'il s'est fait avoir comme un bleu. Il peste, il cherche peut-être un moyen de s'en sortir. Puis, il soupire et se redresse dignement. Le duel est fini. Il retire sa casquette comme une dernière révérence à son estimé adversaire. Un dernier regard pour contempler celui qu'il a tant cherché à abattre. Et puis c'est fini. S'approchant du cadavre de ce vétéran médaillé de 14-18, Vassili s'empare de son fusil à lunettes. Et ira le poser sur le cadavre de Danilov. Logique. Encore un homme qui ne tient pas ses promesses. Ainsi s'achève la vie du Major Koenig, et avec elle, la bataille de Stalingrad. Fin janvier 1943, les Allemands sont piégés, et ont subi tour à tour les plaines boueuses bloquant les ravitaillements. Puis le redoutable hiver, qui aura fait énormément de victimes, qui mourront soit gelées, soit affamées. En outre, malgré l'interdiction expresse d'Hitler, Paulus se rend, et avec lui toute la 6e armée, complètement encerclée dans la ville. La bataille de Stalingrad aura provoqué la mort d'environ 400 000 soldats allemands, près d'1 million de soldats soviétiques et plus de 100 000 civils russes. Alors finalement, quel bilan dressé de notre valeureux mais impitoyable Major? Car s'il est vrai qu'il est avant tout un soldat obéissant aux ordres, ses méthodes pour obtenir le succès de sa mission ont malgré tout outrepassé les conventions de la guerre, tout comme elles ont avili son sens de l'honneur, qu'un soldat place souvent au-dessus de tout. Car rappelons que Koenig n'a pas sacrifié ses deux prisonniers en dernier recours pour piéger Vassili. Dans les deux cas, c'était juste pour lui la solution la plus simple, rapide et pragmatique. Des solutions que son instinct l'ont poussé à choisir en premier lieu, et visiblement sans éprouver une once de culpabilité. Plus que cela, il impute la responsabilité de ce qu'il fait à Sacha, qui n'a pas tenu sa promesse envers lui et l'a trahi. Le général prussien Karl von Clausewitz disait que dans la guerre tout est simple, mais le plus simple est difficile. La guerre est une violence en action, et son usage n'est limité par rien. Chacun des adversaires impose à l'autre sa loi. D'où découle une interaction qui ne peut mener, conformément à l'essence du sujet, de mener aux extrêmes. Car c'est bien à des extrêmes de sournoiserie et de violence que s'est livré le Major. Mais autre chose en fait également notre méchant de l'histoire, c'est son obstination. Et à ce propos, Clausewitz ajoutait « L'obstination est un défaut du tempérament. Cette inflexibilité de la volonté, cette intolérance envers les objections ne relève que d'une forme particulière d'amour-propre, qui place au-dessus de tout la satisfaction de régner sur soi et sur les autres par la seule activité de son propre esprit. Nous pourrions y voir une forme de vanité, si ce n'est malgré tout quelque chose de mieux. La vanité se satisfait de l'apparence, tandis que l'obstination tire sa satisfaction de la réalité. Ce qui l'aura mené à sa perte, au final, est donc autant sa vanité, que l'on peut assimiler ici à une forme de conscience professionnelle qui l'aura poussé à vouloir accomplir sa mission coûte que coûte, malgré l'ordre reçu de quitter la bataille, que son obstination à vouloir assouvir sa volonté de vengeance à tout prix. Alors, comme le disait Confucius, celui qui cherche la vengeance devrait commencer par creuser deux tombes.